Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. Vous avez élu votre nouveau maire lors des élections municipales et pourtant, certains d'entre nous se retrouvent sans maire, faute de candidats pour ce scrutin. Une situation exceptionnelle qui oblige une organisation très spéciale. Nous découvrirons les procédures mises en place pour la continuité du fonctionnement de ces communes. Quel plaisir de sentir la saison estivale qui arrive à grands pas. Les professionnels du tourisme se préparent avant l'arrivée des premiers clients. Nous irons en Haute-Corse. Restez avec nous pour observer de près un batelier et des restaurateurs de l'île de Beauté dans leurs derniers préparatifs. Avis aux gourmands, restez avec nous. Nous allons découvrir des pâtisseries tendance, les desserts en trompe-l'œil. Véritable carton dans les boulangeries et les boutiques spécialisées. Focus sur la conception de ces gâteaux au réalisme impressionnant et j'espère qu'ils sont bons. Et puis connaissez-vous le foot-golf, une discipline sportive insolite qui mélange deux sports très opposés mais qui séduit de plus en plus d'amateurs partout en France. Nous partirons au cœur d'une compétition où l'on aurait adoré y voir Tiger Woods et Kylian Mbappé. Vous le lisez dans les titres, au lendemain des élections municipales, les maires de vos communes entament leur mandat, mais figurez-vous que certaines mairies n'ont pas de maire, faute de candidats. C'est le cas à Coignac, dans les Côtes d'Armor. Comment ça se passe dans cette situation? Réponse avec TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, Mathilde Kemener. Début de la délégation, de l'installation de la délégation, c'était bien prévu 9h. Et j'ai eu quand même la grosse surprise de m'entendre dire à 9h pile que je n'étais plus maire de Coignac. Ça fait un petit pincement au cœur. En présence du sous-préfet de Guingamp, interdiction de filmer le point presse et la passation. Le président de la délégation, qui devient donc le nouveau maire, est un ancien de la gendarmerie à la retraite qui n'a aucune expérience en la matière. Pour lui, c'est un challenge. Bonjour, j'ai été contacté par la sous-préfecture de Guingamp. J'étais totalement surpris, bien sûr, de cet appel, de cette proposition. Et ma première réaction, je me suis dit, en tant que retraité, je pourrais peut-être me rendre disponible. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir me motiver à être au service de la population dans un cadre un peu particulier. Les 3 membres de la délégation habitent en dehors de la commune. Leur présence ne devrait pas être quotidienne. Ils vont gérer les affaires courantes et organiser de nouvelles élections en espérant des candidats. Comment ça se passe si, pendant que vous êtes là, il n'y a pas de candidat? Ça se poursuit pour une période de 3 mois. Ensuite, normalement, c'est réglé. Mais ça peut se terminer au bout de quelques années. Hein. Ça s'est déjà vu. Les prochaines élections devraient être organisées avant le 5 juin. Autre chose dans l'actualité, la saison estivale commence dans quelques jours pour de nombreux professionnels du tourisme. Ils se préparent avant l'arrivée des premiers clients qui ne vont pas tarder. Exemple en Haute-Corse, à Calvi et à l'île Rousse, avec ce reportage de Télépaysé au plus près des derniers préparatifs. Regardez. Mettre en place un peu la terrasse, après au niveau de l'intérieur, bien dépoussiéré, puisque même si c'est déjà été sifflé, ça retourne. En fait, notre clientèle principale, c'est les Corses. Et on s'est dit que ce serait bien cette année d'ouvrir un peu plus tôt pour qu'ils aient un endroit où ils puissent juste boire un petit verre avec la vue mer. C'est la phase donc vraiment du début de saison, c'est la mise à l'eau. C'est ça qui nous lance la saison. On est en train de donc démarrer les moteurs, faire les niveaux, voir que tout fonctionne bien. Tout ce qui est dessous, ça a été fait pendant l'hiver, pendant l'hivernage. La saison estivale est également l'occasion pour de nombreux jeunes de décrocher un job d'été. C'est une manière pour eux de se familiariser avec le monde professionnel et cela crée parfois des vocations sympas. Regardez ce reportage et écoutez ces professionnels du secteur au micro de 7 à Limoges, Alain Druot. Ça peut être déterminant aussi pour l'avenir. Valider un projet pour l'été, c'est aussi de se découvrir un métier, découvrir un secteur et avoir une occupation, se rendre utile et puis avoir un peu d'argent. On a pas mal de jeunes en plus qui ont moins de 18 ans. Pour eux, c'est la première fois qu'ils vont postuler. Donc c'est vraiment l'occasion de s'essayer, de savoir lire une offre, de pouvoir poser des questions. Je cherche dans la restauration collective, l'hôtellerie, peut-être le tourisme, la vente en fait, en fonction des compétences que j'ai déjà. Là, je suis étudiante aux Beaux-Arts de Limoges en 4e année. Et quelque chose dans la culture, ce serait aussi vraiment pas mal, mais enfin, voilà, un job d'été, ça reste un job d'été qui soit assez agréable et qui passe assez vite sur l'année et puis qui puisse m'aider à vivre le reste de l'année finalement.
La semaine dernière, nous vous avons proposé des images exceptionnelles de soldats français qui s'entraînent à une éventuelle opération armée alors que les tensions se poursuivent au Moyen-Orient. Cela intervient dans le cadre de l'exercice Orion, c'est son nom. Mais figurez-vous que des civils participent également à ces entraînements. Alors cela vous tente-t-il? Plus de précisions avec ce reportage de TL7 à Saint-Étienne, Alexandre Crouzet. Dans la peau d'analyse du renseignement militaire, ces étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles planchent sur des documents en espagnol, anglais ou encore allemand. L'objectif, en retranscrire une synthèse en français devant des militaires, un exercice concret directement inspiré du réel. Au vu du contexte actuel, je pense que c'est important un peu de se renseigner sur les métiers en lien avec l'armée. Et là, pour le coup, c'est du renseignement. Donc je trouve ça assez intéressant. Montrer qu'on est capable de se mobiliser nous-mêmes pour faire des choses bien, notamment sur des documents comme, alors même si c'est un peu compliqué, qu'on est quand même capable de faire des choses, de produire des choses bien pour aider notre patrie, c'est bien. Un exercice qui s'inscrit directement dans le cadre d'Orion Jeunesse, un dispositif pédagogique lié à Orion, le plus grand exercice militaire actuellement mené par les armées françaises et les ministères pour se préparer à des conflits de haute intensité. Par ce type d'exercice, ils sont sensibilisés notamment au monde de la désinformation, au monde des attaques cyber, puisqu'ils emploient, et vous le voyez, certains ont déjà des ordinateurs ouverts, ils emploient évidemment des moyens informatiques, et donc ça permet aussi de concrètement de les projeter un peu sur des emplois futurs, que ce soit dans le monde économique ou dans d'autres sphères de la société française. Sachant qu'il y avait effectivement l'idée de créer sur le secondaire une classe défense, que nos élèves de classe préparatoire économique et commerciale font de la géopolitique, finalement très naturellement, la question des langues, la question du renseignement est apparue. Au-delà de l'exercice scolaire, Orion Jeunesse vise à rapprocher l'armée et la société civile en impliquant les jeunes dans une réflexion sur les crises contemporaines. Une expérience immersive, exigeante, parfois déroutante, mais qui permet aux étudiants de se sentir davantage concernés par les enjeux du monde actuel. Et puis une étude étonnante avec un pouvoir d'achat en baisse, notamment pour des achats immobiliers. Les Français achètent moins et surtout, ils achètent moins grand. Une récente étude a révélé que les Français ont perdu en moyenne 11 mètres carrés par bien acheté. Plus d'explications avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux, Emma Sicli. Après les confinements, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont freiné les achats immobiliers. Conséquence, entre les municipales 2020 et 2026, les acheteurs ont perdu en moyenne 11 mètres carrés, selon une étude de la plateforme Se Loger. Aujourd'hui, le marché reprend, mais les acheteurs paient toujours le prix. Depuis 2025, il y a une nouvelle dynamique quand même, qu'on a vraiment ressentie. On a des prix au mètre carré qui sont encore élevés, mais qui restent stables, mais en dessous de ce qu'on a pu connaître, en tout cas, si on prend en comparatif le pic de 2022. Ça, c'est une certitude. Et si ce recul du pouvoir d'achat immobilier se vérifie dans la quasi-totalité des grandes villes, les Bordelais sont plutôt épargnés. Le 11 mètres carrés, c'est vraiment spécifique à la France. Et ça va dépendre effectivement à la fois de ces taux d'intérêt, donc qui fait que le coût de l'emprunt devient plus cher, mais ça dépend aussi de l'évolution des prix. Et à Bordeaux, ce qui est le cas aussi en Gironde, mais si on prend l'exemple de Bordeaux, les prix ont nettement baissé sur cette deuxième partie, ce qui a permis de contrebalancer. Et au final, à Bordeaux, les ménages n'ont perdu qu'1 mètre carré de pouvoir d'achat. Dans la capitale girondine, le prix au mètre carré est d'en moyenne 4 600 €. Certains acheteurs se tournent alors vers la location, où là encore, les loyers continuent de grimper. Triste pour ceux qui en étaient fans, le célèbre champion de karaté et acteur américain Chuck Norris nous a quittés à l'âge de 86 ans la semaine dernière. L'acteur de la série Walker Texas Ranger était avant tout une figure des sports de combat. Mais figurez-vous qu'en 1978, Chuck Norris avait assuré une séance de démonstration à Troyes dans l'Aube, mais également à Grenoble en Isère. Vous voyez sur ces photos à l'écran qu'il était accompagné de Gilbert Grous et de Roger Pachy, deux grands champions. Un beau souvenir d'une icône hollywoodienne. Avec le retour des beaux jours, beaucoup d'entre nous en profitent pour se promener en forêt. La protection de la nature est plus que jamais un sujet majeur à l'heure du réchauffement climatique. Et l'ONF, l'Office national des forêts, s'affaire toute l'année pour préserver la richesse de cette biodiversité. C'est le cas en Martinique, avec ce reportage de ATV, nos partenaires sur place. Regardez.
Des panneaux flambant neufs pour informer les visiteurs de la forêt de Montravail à Sainte-Luce, mais aussi des carbets, des escaliers. Cette aire d'accueil tout confort, on la doit à l'atelier bois de l'ONF. Donc personnellement, c'est un plaisir et aussi de valoriser notre pays et montrer aussi ce que nous sommes capables de fabriquer. Donc si on peut améliorer la forêt, ben voilà. L'équipement et l'entretien des infrastructures ne sont pas les seules missions de l'institution. Elle est aussi chargée de préserver la biodiversité. Traces des Jésuités Montagnes Pelées, ce sont des RBI, réserves biologiques intégrales, du coup des forêts où l'action de l'homme doit être le plus minime possible. On fait des inventaires sur les espèces protégées, est-ce qu'on trouve de nouvelles, regarder leur répartition, comment les aider. On va arracher des plantes exotiques envahissantes ou poser des pièges pour tout ce qui est mammifère. Autre enjeu majeur pour les équipes de l'ONF, le réchauffement climatique. Les agents ont pour mission de maintenir le patrimoine naturel et dans certains cas, il peut s'avérer être un allié pour la protection de la population. Sur le littoral ou pour la mangrove, on a de la plantation pour permettre de créer une ceinture verte autour de la Martinique qui a vocation à combattre les changements climatiques, notamment l'élévation du niveau de la mer, d'être aussi une protection pour la population et pour les infrastructures face aux catastrophes comme les cyclones. Les forêts publiques de Martinique représentent jusqu'à 40% de la superficie totale de l'île. L'ONF gère aussi 50% du littoral martiniquais. Et puis toujours sur ce sujet, ce mois de mars a été marqué par l'ouverture de la pêche à la truite. Un moment phare pour tous les amateurs, une discipline très encadrée mais qui séduit de nombreuses personnes et notamment des jeunes. Reportage dans l'Aube de Canal 32, Marie Urpot-Terrien. De nombreux pêcheurs ont ressorti leurs cannes à l'occasion de l'ouverture de la pêche à la truite dans les cours d'eau de première catégorie. Au bord de l'Ourse, certains ont été chanceux et d'autres repartiront bredouille. Ah, c'est pas des monstres, hein. Ces deux-là, je les ai fait coup sur coup. Je viens tous les ans ici avec mon petit-fils parce que c'est là le plus pratique pour lui. Je suis très heureux parce que ce matin, il a pris 6 truites en 1 heure, le petit. La Société de pêche de Bar-sur-Seine est la plus grosse association pour la première catégorie du département. Cette ouverture était largement attendue par les passionnés. La truite n'a pas été pêchée depuis quelques mois, évidemment. Donc en général, tout le monde arrive à prendre un poisson ou deux ou plus. On a 4 rivières et ce matin, environ 400 pêcheurs. L'Aube compte aujourd'hui 12 500 licenciés, dont un tiers de jeunes pêcheurs de moins de 18 ans. La pêche est un loisir en vogue et qui fait plaisir à la jeunesse. Et nous, ça nous fait plaisir de voir des jeunes au bord de l'eau, déconnectés de leur téléphone portable. Il y a de la convivialité, tout le monde se salue. Il y a des gens qui viennent pêcher spécialement, faire l'ouverture, qui viennent d'autres départements. Donc, ce qui montre que la pêche, c'est aussi un vecteur de tourisme important. Pour les pêcheurs, l'appel de la nature est leur première motivation à la pratique de ce loisir. Les pêcheurs, voilà, on est des amoureux de la nature avant tout. On peut dire qu'on est les premiers sentinelles des cours d'eau. Souvent, les alertes des pollutions, les alertes d'insectes, elles viennent de pêcheurs. Quelques règles sont évidemment à respecter, notamment le nombre de truites autorisées par pêcheur qui est au nombre de 6. Il est également nécessaire d'avoir son permis pour pêcher. Il faut déjà être adhérent d'une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Puis on a quand même des gens qui sont là chargés du contrôle, qui sont là aussi pour renseigner les pêcheurs. Ils ne sont pas là que pour faire de la verbalisation, ils sont là aussi pour faire de la pédagogie. Les pêcheurs ont jusqu'au 11 octobre 2026 pour tenter d'attraper des truites. Et puis voici un autre passionné de nature, Nicolas c'est son prénom, et il est sound designer. Il crée des sons à partir de rien. Son terrain de jeu favori, c'est bien évidemment le milieu naturel. Alors comment lui vient cette inspiration? Réponse avec notre partenaire l'Union, quotidien du groupe Procel, qui a pu le rencontrer, Victor Adam Vergara. C'est des micros qui à la base sont faits pour les terrains de foot. Vous avez ensuite tout ce qui est son reconstitué un petit peu à la façon des bruiteurs pour recréer par exemple des bruits de sabots de chevaux. On utilise, alors il y a différentes techniques, mais notamment des noix de coco. Et puis il y a toute la partie sound design, la création de sons à partir de sons qui n'ont absolument rien à voir. Donc si je pars par exemple d'un cri d'homme, tout à fait classique, la première étape ça va être de pitcher ce son, c'est-à-dire abaisser toutes ces fréquences. Après on va ajouter encore d'autres effets par-dessus pour lui donner un côté peut-être plus massif.
Le saviez-vous, le marché de la bière connaît ces dernières années un coup de frein. Et pourtant, le marché des bières sans alcool, lui, a le vent en poupe. En forte croissance, elles séduisent de plus en plus de consommateurs qui recherchent plaisir et sobriété. Et vous allez le voir, les brasseurs suivent le pas. Reportage de notre partenaire TVR. Et là, c'est sans modération, regardez. Chez Scumen, dans la zone industrielle de Cesson-Sévigné, on fabrique une douzaine de bières différentes. Et parmi elles figure la Parachute avec un degré d'alcool quasi nul. C'est vrai qu'avant, ça pouvait être un peu triste, un peu décevant de boire une bière sans alcool. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. On a des bières qui ont beaucoup de goût. C'est ça la tendance. Alors que la consommation de bière traditionnelle en France a stagné en 2025 après 2 années de baisse, celui de la bière sans alcool a augmenté de près de 12% l'année dernière. On a constaté que la tendance était aussi au moins boire et à boire quelque chose de plus qualitatif. Ça nous a pris quand même quelques essais et on a réussi à sortir quelque chose, ma foi, de très très bon. Des caractéristiques gustatives qui vont aller sur les agrumes, la mangue, l'ananas, les fruits blancs. Plutôt une bière houblonnée. Mais fabriquer une bière sans alcool reste délicat et coûteux. La fermentation doit être courte, moins de 2 jours, ou alors il faut investir dans un pasteurisateur spécifique. C'est pourquoi le brasseur Smash, situé dans la zone industrielle Route de Lorient, ne fabrique pas sa propre bière 0 degré. Elle est importée de Montpellier et revendue dans les bars rennais. Ça représente 50 hectos sur les 4300 hectos qu'on a fait cette année. Les brasseries Scumen et Smash proposeront leurs boissons avec et sans alcool au Salon de la bière de Saint-Malo. Une centaine de brasseurs artisanaux sera présent jusqu'à dimanche. Et puis une autre tendance, les desserts en trompe-l'œil. Vous êtes nombreux à en raffoler. Des pâtisseries en forme de fraises, de citron ou encore de cacahuètes. Les pâtissiers redoublent d'imagination pour satisfaire une demande toujours plus forte des clients. Reportage sur ce phénomène, signé Moselle TV, Emma Facchetti. D'un geste précis et maîtrisé, ce pâtissier enrobe cette gousse de vanille XXL d'un délicat glaçage au chocolat et beurre de cacao. Le plus important, c'est la température du glaçage, parce que s'il est trop chaud, ça va prendre déjà plus de temps à figer et on risque d'avoir des coulures. Surtout ne pas avoir de bulles. Dernière étape, pour parfaire le réalisme, le brossage. Il y en a qui la vendent comme ça, mais je trouve que ça fait plus réaliste, ça ressemble plus à une gousse de vanille, parce qu'une gousse de vanille, c'est pas lisse, c'est plus rugueux. Et je passe avec la brosse, du coup, pour faire cet effet texturé de la gousse de vanille. Des gousses de vanille au citron. On a opté pour une ganache montée citron parce qu'elle est assez légère. On sent assez bien le citron parce qu'il n'y a pas trop de sucre dedans. Mais on vient renforcer ce goût de citron avec le crémeux citron qui est un peu plus fort. Près de 200 pièces sortent de ce laboratoire chaque jour. Framboises, mangue, au total une quinzaine de pâtisseries trompe-l'œil composent la collection. Alors on a la cacahuète qui se vend très bien parce que le montage est un peu plus complexe par rapport aux autres fruits. La seule limite c'est la création et les moules bien évidemment parce qu'après on peut toujours adapter avec des films, on peut s'amuser à travailler certaines formes. On a essayé notamment nous la noix de pécan avec le film en le tirant un peu, mais il n'y a aucune limite au trompe-l'œil. On est vraiment libre d'adapter les recettes. Pour succomber à ces desserts plus vrais que nature, il faudra tout de même débourser 8,50 € la pièce. Et puis toujours pour les plus gourmands, vous allez également adorer ce reportage avec cette plongée au cœur du championnat de France du dessert. Une compétition unique où les meilleurs jeunes pâtissiers de France regorgent de créativité pour surprendre le jury. Reportage à Gérard May de Vosges TV. Regardez. Bien évidemment, tu me retires vraiment tout ça. Tu veux que la Que la plume. Des jeunes aux statures de grands chefs. Ils étaient 8 candidats juniors sous pression lors de la finale du championnat de France de dessert, organisé au lycée hôtelier Jean-Baptiste Siméon Chardin de Gérard May. Tous sont élèves ou apprentis, lauréats des présélections régionales. Et pour cette ultime épreuve, chacun devait réaliser 2 desserts en 4h50. Ils doivent rester fidèles aux desserts qu'ils ont proposés lors des sélections. Et ensuite, je leur ai fait découvrir donc, ce matin, juste avant l'épreuve, un panier surprise pour faire le choix de la proposition de leur dessert panier qu'ils vont présenter à l'issue de l'épreuve. Leur jury du jour est composé de 11 personnes issues de la restauration, des métiers de bouche ou encore de l'enseignement. 6 d'entre eux dégustent les desserts des candidats, dont le chef pâtissier vosgien Nicolas Lambert. Installé à Dubaï depuis 5 ans, il est de retour sur ses terres pour l'occasion malgré la situation de crise au Moyen-Orient. Alors qu'attend-il de ces desserts servis par les jeunes? De l'audace bien sûr, du riz
disques, faire des belles associations, beaucoup de textures, toujours nous faire découvrir un peu soit une nouvelle balance, quelque chose de différent. Ici, je pense qu'on est vraiment sur un concours national, où du coup il y a des jeunes qui vont beaucoup travailler sur des produits locaux, donc ça va être intéressant aussi de découvrir des pays de certaines régions. Les 5 autres jurés noteront le travail des candidats, la technique, la propreté et leur façon de gérer leur commis. Parce que, spécificité du championnat de France, chaque participant bénéficie de l'aide d'un élève du lycée Haute Jéromois dans la réalisation de leur création. Même si un concours individuel aujourd'hui, ça reste un travail d'équipe. Donc rien que ça nous permet aussi de juger sur la façon dont il va manager son commis pour arriver au résultat voulu. Bulle, douceur et relaxation dès le plus jeune âge, les spas pour bébés séduisent de plus en plus de parents en quête de bien-être pour leurs enfants. Ces établissements proposent des bains sensoriels et des massages adaptés pour favoriser le développement des nourrissons. Écoutons justement la gérante d'un spa pour bébés à Albi, dans le Tarn. La Dépêche du Midi l'a rencontrée. On a plus spécifiquement chez les bébés au niveau de la digestion, les coliques qu'ils ont souvent petits, donc les aider effectivement au niveau de la digestion. Et après c'est beaucoup sur la mobilité puisque du coup ils se retrouvent dans l'eau. C'est comme s'ils étaient un peu en apesanteur, ils n'ont pas leur poids et on va voir très vite le bébé se mouvoir, donc il prend connaissance avec l'eau. Le papa, la maman, les deux viennent et partagent un moment et voient leur bébé. Finalement c'est un peu les débuts où on le voit bouger tout seul. Coucou. Déjà, parce que lui il voit pas trop, donc on y va doucement, c'est tout nouveau. Ouais. Avis à tous ceux qui préparent leur summer body, connaissez-vous l'électrostimulation? C'est la nouvelle façon de faire du sport, un concept qui séduit de plus en plus de monde. Mais alors comment cela fonctionne-t-il et est-ce formidable pour vos abdos? Réponse avec ce reportage de Puissance Télévisions, Clémentine Coppola. Dans cette salle de sport un peu particulière, pas de machine impressionnante ni de poids à soulever. Ici, tout commence par un gilet. Un équipement rempli d'électrodes que la coach humidifie avant de l'installer sur ses clientes. Prêtes les filles? C'est parti pour 2 minutes, tranquille, d'échauffement. Une technologie qui envoie de légères impulsions électriques directement dans les muscles. Adaptées à tous, ces séances conviennent aux objectifs de chacun, entretien, renforcement, maux de dos ou encore perte de poids. On porte une tenue qui vient solliciter 8 paires de groupes musculaires. Donc on vient faire du sport, on va dire des exercices classiques, mais ça va permettre d'amplifier la contraction musculaire et donc de dépenser plus de calories et surtout de renforcer vraiment en profondeur. Les exercices sont simples, quelques squats, des mouvements de bras, un peu de gainage, mais à chaque mouvement, les impulsions électriques se déclenchent. Les muscles se contractent, puis relâchent. L'effort est discret, presque invisible, mais les sensations sont bien présentes. En théorie, ça fait pas mal, mais c'est vrai que si on oublie de contracter, là, on le sent et faut contracter le muscle. Direction une autre machine du studio, c'est l'Infraslim X, un vélo qui combine pédalage et chaleur infrarouge. On a des lumières infrarouges qui montent à 55 degrés. Du coup, ça permet au corps de transpirer beaucoup plus et donc on dépense bien plus de calories qu'un effort d'un vélo classique. Et ça active aussi la circulation sanguine et tout le système lymphatique. Les clients pédalent pendant que la chaleur stimule la circulation et la sudation. La séance ressemble davantage à un moment de bien-être qu'à un entraînement intensif. Pour la gérante de ce studio, ces équipements répondent à une nouvelle manière de faire du sport. Des séances plus courtes, encadrées et qui misent sur la technologie. Body Pulse, installé en plein cœur de Bar-le-Duc, propose aussi des séances de découverte pour permettre aux curieux de tester ces nouvelles méthodes d'entraînement. Et puis voici un sport très insolite, le foot-golf. Ici, fini les clubs de golf. Les joueurs jouent un 18 trous en frappant au pied avec un ballon de foot. Il faut donc avoir la concentration de Tiger Woods et la frappe de Kylian Mbappé. Immersion lors d'une compétition avec ce reportage de Télé Nantes en Loire-Atlantique. Regardez. Le foot-golf, ça demande à la fois de la résilience, parce qu'un parcours de golf peut être long et usant, surtout mentalement, de la puissance, bien évidemment, mais aussi de la précision, qui associe à la fois les règles du golf, l'environnement du golf, à savoir le parcours, mais aussi donc le ballon. Le foot-golf, finalement, épouse une grande majorité des règles que les golfeurs connaissent, à savoir un parcours en 18 trous, avec des trous qui sont généralement en 3,
4 ou 5 coups. Très naturellement, on a été en contact avec le golf de Savenay qui nous a réservé un très bon accueil. Et progressivement, on a développé le projet. D'abord un parcours 9 trous ici, et puis aujourd'hui un parcours 18 trous. Je suis joueur de foot golf depuis 2021. Et là, je joue sur la deuxième étape du championnat de France à Savenay. L'adversaire, c'est soi-même. C'est clairement soi-même parce que on peut s'en prendre qu'à nous en fait quand on loupe quelque chose. C'est bien de tirer fort, mais il faut savoir tirer droit. Ou tirer dans des zones bien spécifiques pour ensuite pouvoir jouer une autre balle derrière qui est intéressante et qui ne va pas nous handicaper. J'ai le ballon qui est dans le bunker, donc là le principe c'est de jouer sans élan et de se rapprocher au plus près du drapeau. Triple champion de France, double champion du monde par équipe et ex-numéro 1 mondial 2024 de foot golf. C'est surtout la compétition qui m'a fait progresser. Je suis passé par la période où on va s'entraîner l'hiver sur des terrains de foot, à faire des répétitions. En fait, on fait les gammes comme au golf, des gammes de putt, des gammes d'approche, de la puissance aussi. On va continuer à faire progresser notre parcours, premièrement. Et puis on ambitionne probablement dans les 2 prochaines années de se positionner pour accueillir l'Open de France, qui est la plus grande compétition nationale sur le territoire français. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.